Bien, je suis là pour vous souhaiter la bienvenue. Ce colloque, dont les promoteurs sont France Stratégie, secrétariat général pour l'investissement, accompagné de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et de l'IGED, de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, porte au sens large sur l'évaluation socio-économique des investissements publics. Et c'est en tant que président du comité d'experts des méthodes d'évaluation des investissements socio-économiques des investissements publics que me vient la charge, je dois dire plutôt le plaisir et l'honneur, d'introduire ce colloque. Le comité que je viens d'évoquer a été mis en place par le France Stratégie et le SGPI en 2016. Récemment, en juillet 2011, il a fourni un rapport avec avis et recommandations sur la révision du taux d'actualisation jusqu'en 2070. Rapport qui a été concrétisé par un complément opérationnel destiné à tous les responsables de l'étude d'investissement public, socio-économique d'investissement public. Il poursuit la réflexion sur le taux d'actualisation au-delà de 2070. Il était évidemment intéressé au premier lieu par le sujet du colloque, comment prendre en compte le très long terme et le risque dans la décision publique. La première table ronde, présidée par Jean-Paul Auriac, fournit un point de départ de la réflexion en décrivant l'évaluation socio-économique dans le domaine des transports et sur mobilité sur la période 2040-2060. Il passera au traitement du plus long terme avec la présentation du projet CIGEO, un projet dont l'évaluation socio-économique a mis le risque de perte de contrôle de la gouvernance associé à la prise en compte d'un scénario chaos parallèle au scénario OK. La seconde table ronde, présidée par Jean-Paul Boutz, porte l'attention sur les conditions de la résilience, l'état de la société dans le très long terme et la pertinence de la référence à un scénario chaos. L'après-midi verra se confronter des opinions sur l'analyse intellectuelle du sujet à l'étude. Et la première table ronde de l'après-midi, présidée par Dominique Bureau, s'interrogera sur la probabilisation du risque, et en particulier du risque sociétal de long terme qui est pris en compte dans le scénario de type chaos. La table ronde suivante, présidée par Joël Maurice, revient sur les dimensions du taux d'actualisation de très long terme et sur la conception de la responsabilité et de l'éthique qui sont associées. La dernière table ronde, présidée par Jacques Percebois, procède à la place de l'évaluation socio-économique dans le débat public et du rôle qu'il doit jouer dans la décision publique. Donc voilà brièvement le programme de la journée. Il s'agit évidemment il y aura de longs débats sur chacun de ces sujets et je suppose que vous serez tous concernés. En fin de journée, la conclusion sera tirée par M. Bonelli, secrétaire général pour l'investissement, et par Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. Il me revient maintenant de céder la place à M. de Margerie, commissaire général de France Stratégie, ensuite à M. Pierre Abadi, directeur de l'ANDRA, qui vont procéder à l'ouverture de ce colloque. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce colloque consacré à la prise en compte du très long terme et du risque dans la décision publique. Alors, je prêche à un public de convaincus, de convertis, donc je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est tellement important, mais quand même un élément sur les raisons pour lesquelles la nécessité de l'évaluation socio-économique est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était au cours des décennies passées. Les investissements publics sont en France, comme dans les pays comparables, une part très substantielle de l'investissement. Ils ont des horizons de temps qui les distinguent souvent, pas toujours, des investissements faits par
les entreprises privées. Ils façonnent à long terme le pays. Mais le débat autour d'eux prend une tournure singulière au moment où l'ensemble des pays du monde et nous, notamment au sein de l'Union européenne, devons consentir des efforts très particuliers d'investissement dans la perspective de la transition climatique. Ce sont des sujets qui vont avoir des impacts considérables sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce sont des sujets qui vont avoir un impact considérable sur l'allocation des ressources au niveau macroéconomique. Ce ne sont pas toujours des sujets qui, sur le plan de la modélisation macroéconomique, sont bien étudiés. Ça nous a conduit à lancer un groupe de travail sur le sujet en début d'année pour essayer de faire se rencontrer les modélisateurs macroéconomiques des politiques publiques de la transition économique. Et ça rend plus importante que jamais l'évaluation socio-économique des grands projets d'investissement. Le contexte légal et réglementaire, vous le connaissez tous, c'est celui de la loi de 2012 et puis du décret de 2013 avec les seuils à 20 et à 100 millions, avec à partir de 100 millions la nécessité d'une contre-expertise. C'est maintenant une pratique qui est installée et c'est vrai que pour France Stratégie, avec le SGPI, un certain nombre de partenaires, être l'une des chevilles ouvrières de l'élaboration des méthodologies qui sont utilisées dans ces présentations de projets socio-économiques et dans les évaluations socio-économiques, c'est un aspect essentiel de notre activité. Et c'est un aspect aussi qui, par rapport à d'autres choses que nous faisons, présente un caractère important, c'est qu'il y a un caractère cumulatif à ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous constituons peu à peu ce que nous appelons entre nous quelquefois la bibliothèque, la documentation de référence des analyses socio-économiques. Et on a souvent la tentation de penser que les connaissances dans ces matières-là ne s'agrègent pas d'année en année, ne progressent pas de manière continue. Et en réalité, dans ce domaine-là, on couvre des champs de plus en plus larges et on est amené à avoir un savoir que je considère pour ma part comme étant un des domaines dans les sciences économiques, les sciences sociales, où il y a vraiment quelque chose de cumulatif dans l'accumulation des connaissances, comme c'est souvent le cas dans les sciences dures. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit autour du comité d'experts, dont je vais dire un mot en remerciant encore une fois Roger Guenry, comme vous savez, professeur émérite au Collège de France et président honoraire de Paris School of Economics, de nous apporter son soutien. Le comité a une ambition qui est de créer une culture commune autour de l'évaluation des projets d'investissement public avec des méthodologies générales et sectorielles, l'association des différentes administrations concernées. Et le comité a 4 objectifs, et notre réunion d'aujourd'hui, vous le verrez, s'insère très bien dans 2 d'entre eux. Préciser les règles méthodologiques de l'évaluation socio-économique, définir les études et les recherches nécessaires à entreprendre pour réaliser les évaluations socio-économiques, renforcer l'usage du calcul socio-économique en l'adaptant pour répondre aux difficultés rencontrées dans son application, et puis enfin contribuer à vulgariser et promouvoir la pratique du calcul socio-économique. Et comme vous savez, vous êtes nombreux à le savoir, ça se traduit aussi par l'organisation de colloques comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Et je remercie nos amis du SGPI et de l'ANDRA, ainsi que ceux de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, de leur concours actif à notre réunion d'aujourd'hui. Le thème qui nous réunit aujourd'hui et les 2 études à partir desquelles se structurent les différentes tables rondes qui vont s'enchaîner, ces thèmes sont assez singuliers. Et je voudrais passer juste un instant sur la singularité de ces 2 thèmes. Un mot sur les mobilités. Au fond, le travail que nous avons fait avec le CGEDD, qui était une initiative du CGEDD, sur les mobilités à très long terme, nous a fait prendre conscience de la nécessité d'avoir beaucoup d'innovations méthodologiques par rapport à ce qui se fait d'habitude. L'une, dont je dis juste un mot parce que ça a été très important dans la construction du rapport, c'était de se dire que quand on projetait ce qu'on savait construire
dans des perspectives vers l'avant, en forecasting, on n'arrivait pas à atteindre la cible du zéro net pour les mobilités en 2050. Et donc, le travail a consisté à dire, supposons qu'on y est arrivé, et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Technique dite de backcasting, c'est un peu une sorte de rétropolation. Et pour arriver à ça, on a très vite vu qu'il fallait passer dans une optique de scénario et que ces scénarios différaient entre eux à la fois sur le plan des techniques qui allaient être utilisées pour faire évoluer les mobilités et beaucoup aussi sur les comportements et sur les usages. Et nous sommes arrivés à un rapport qui structure son analyse autour de scénarios multiples qui diffèrent entre eux par le poids qu'a dans l'atteinte de l'objectif la technologie et aussi la vitesse d'ajustement des comportements. Et ça, je le signale parce que c'est méthodologiquement quelque chose évidemment de très important. La conclusion forte, je le dis en passant, c'est qu'on n'atteint pas la cible de zéro net pour les mobilités en 2050 sans changement très substantiel de comportement. Même dans un scénario très optimiste sur l'usage des nouvelles techniques décarbonées de mobilité, nous devrons changer de comportement. Ce ne sont pas forcément des choses spectaculaires, hein. Ça peut être tout simplement de rouler plus souvent que ça n'est le cas aujourd'hui à 2 ou 3 dans une voiture et même à 4 que tout seul. Et ça a un impact considérable. Aujourd'hui, vous le savez tous, rouler en voiture, c'est transporter généralement, mettons, quelques dizaines de kilos en déplaçant quelques centaines de kilos et pour la plupart des voitures maintenant, puisque comme vous savez, elles s'alourdissent nettement plus d'1 tonne. Et pour ne pas dire 2 tonnes pour certaines grosses voitures et y compris pour les grosses voitures électriques. Donc je signale ça parce qu'on est dans un domaine où il faut prendre en compte à la fois des évolutions techniques, des évolutions sociales, des évolutions économiques et que dans le cas des mobilités, c'est particulièrement frappant. Dans le cadre de la question du stockage des déchets nucléaires, la problématique est très différente et elle est à certains égards presque de l'ordre de la philosophie. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, M. Gannery, mais on voit bien qu'on est au-delà des horizons de temps dans lesquels il est raisonnable de tabler sur la continuité des institutions, sur la continuité de quelques prestations techniques que ce soit. Comment est-ce qu'on aborde un sujet d'évaluation socio-économique quand on doit se confronter à une problématique de ce type? Ce n'est pas du tout un sujet purement théorique, c'est un sujet extrêmement pratique pour beaucoup de décideurs publics. Et c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui parce que nous allons prendre très rapidement des décisions qui, notamment en matière d'ouverture éventuelle, de création éventuelle de nouvelles tranches de centrales nucléaires, supposent résolue la question du stockage des déchets nucléaires. L'acceptation sociale de la relance du nucléaire est, de mon point de vue, largement conditionnée au fait qu'il y ait sur la table des propositions sur l'approche du stockage qui sont considérées comme crédibles, élaborées de manière sérieuse et qui emportent une conviction suffisante pour surmonter les oppositions qui sont liées à cet aspect-là de la question. Ces questions, elles sont presque philosophiques, mais ce qui est très intéressant quand on les aborde, et ça sera une partie des échanges d'aujourd'hui, c'est que quand on va un peu au-delà de la philosophie, on trouve des moyens pour éviter d'avoir à résoudre les questions qu'on ne sait pas résoudre. Je ne vais pas citer le célèbre aphorisme selon lequel de ceux dont on ne sait parler, il faut se taire, que vous avez tous en tête, mais quand on fait de la projection de très long terme vers des horizons extrêmement lointains, une des manières de progresser, c'est de voir comment on peut trouver une réponse qui est indépendante ou qui trouve son indépendance par rapport à des scénarios qui supposeraient qu'on sache parler de ce qui se passe dans 500 ans.
Or, l'horizon de projet d'enfouissement profond, c'est un horizon beaucoup plus long que même 500 ans. Voilà, donc vous avez aujourd'hui devant vous, je pense, des échanges sur des thèmes qui sont passionnants, qui sont de nature très différente tous les deux, et qui tous les deux illustrent sur des cas extrêmement pratiques. Les mobilités à zéro net en 2050, c'est demain, et la décision et les décisions à prendre sur le stockage des déchets nucléaires, ça conditionne des décisions qui seront prises après-demain sur le nucléaire. Vous êtes donc dans des choses qui sont à la fois très théoriques et extrêmement pratiques pour la décision publique. Et je vous souhaite de bons débats sur ça avant de passer la parole à Pierre-Marie Abadie, le directeur général de l'ANDRA. Merci. Merci beaucoup, Monsieur de Margerie. Bonjour à tous. Alors, l'ANDRA n'est probablement pas une agence très connue. C'est une agence du ministère de l'écologie et de l'énergie. Elle est en charge des déchets radioactifs. Et pour cela, elle pilote de la recherche interdisciplinaire, mobilisant une grande partie du tissu académique national et international. Elle conduit la conception de centres de stockage et puis elle exploite ces centres depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, comme il a été dit, on est en charge du projet CIGEO, qui est le centre de stockage, le futur centre de stockage des déchets les plus radioactifs produits par l'énergie nucléaire, mais pas uniquement. Pas la peine de vous dire que c'est un sujet stratégique, c'est un sujet sensible, et c'est un sujet qui appelle régulièrement un travail de consolidation de sa pertinence, de sa justification et de son opportunité, notamment de son opportunité calendaire. C'est un sujet scientifique et technique, et l'agence est essentiellement une agence de scientifiques et d'ingénieurs, mais c'est aussi un sujet, on le sait depuis longtemps, politique, social, éthique, on a même dit philosophique à certains égards. On a mis souvent, d'ailleurs, pour justifier le projet de stockage de déchets radioactifs, en avant l'argument éthique. Et l'argument éthique, c'était qu'on ne peut pas laisser aux générations qui nous suivent la responsabilité et la charge de s'occuper de ces déchets, mais que c'est notre génération qui a bénéficié de l'énergie nucléaire qui doit s'en occuper et trouver une option de gestion. Alors, je suis toujours prudent, je ne dis pas forcément une solution, en tout cas une option de gestion qui est sûre et qui met l'environnement et l'homme à l'abri de ces déchets. Cet argument éthique, il est incontestablement fort, mais il reste aussi un peu court, parce qu'il fait un peu argument d'autorité. Il donne l'impression qu'une fois qu'on a dit ça, on a clos le débat et que c'est fermé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Or, l'argument éthique, en fait, il ne ferme pas le débat, il l'ouvre. Et il l'ouvre notamment en convoquant à la barre de la discussion les générations futures. Et c'est là probablement l'originalité du débat autour des déchets radioactifs, qui est de convoquer les générations futures. Et l'un des enjeux, c'est comment aller au-delà de la rhétorique et essayer en termes plus socio-économiques, d'argumenter, d'objectiver ce qu'est l'enjeu éthique de cette responsabilité intergénérationnelle. C'est dans ce contexte, et tout particulièrement dans le contexte de la déclaration d'utilité publique, qu'on a été amené à engager cet exercice d'évaluation socio-économique, l'ESE, qui va être un des thèmes de cette journée. Alors, à l'origine, c'était une contrainte juridique et procédurale, d'ailleurs pas complètement établie, parce qu'on n'était pas totalement sûr qu'on était soumis à cette évaluation socio-économique, mais on a décidé finalement quand même d'engager cette réflexion. Et ça a été le départ d'un long voyage, d'une longue aventure, qui nous a beaucoup apporté, et je pense apporte beaucoup au débat sur nos sujets. Et à cet égard, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette démarche, à commencer par Émile Quinet et les économistes du comité d'expertise économique qu'on avait mobilisé, un comité indépendant, mais qui était là pour nous éclairer et nous aider à traiter cette question-là. Il y a bien sûr nos prestataires, il y en a eu plusieurs, et je pense notamment, dans un premier temps, à Jean-Michel Charpin et à François Lévesque, et puis après les consultants de Citizen que vous verrez aujourd'hui. Et enfin, l'équipe de contre-expertise du SGPI qui a challengé, qui a apporté aussi un regard différent sur la démarche, mais arrivant à la même conclusion, ce qui a aussi conforté la réflexion générale, et tout particulièrement Christian Gaulier, Jean-Paul Bout et Aude Pommeret. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une aventure ? C'est parce qu'on ne savait pas totalement dans quoi on s'engageait quand on a ouvert l'exercice, et que c'est une première dans le secteur du nucléaire, me semble-t-il, et en tout cas à ces échelles de temps, c'est clairement une première. Alors, ces échelles de temps, c'est quoi ? C'est la centaine d'années, c'est
100, 150 ans, c'est la durée du projet. Quelques centaines d'années, voire un millier d'années, c'est l'évolution des sociétés. Et millions d'années, c'est même la durée de vie des déchets. Alors on va laisser de côté le million d'années, parce que le million d'années, ce sont des horizons de temps quasi géologiques, et quelque part, on les laisse à nos collègues géologues. C'est une autre discipline, et ce ne sera pas la discipline de ce jour. En revanche, quand on regarde les horizons séculaires, là, il y a des vrais enjeux d'évaluation socio-économique et des vrais défis méthodologiques qui occuperont une grande partie des débats de la journée. Parmi ces défis méthodologiques, il y avait tout d'abord, tout bêtement, le taux d'actualisation qui écrase les dépenses et qui écrase les bénéfices dans le temps, et qui peut, et c'était l'un des dangers de la démarche, justifier toutes les procrastinations. Il est incontestable que ça coûte toujours moins cher de renvoyer à plus tard et de dépenser plus tard et de ne pas dépenser maintenant. A fortiori quand on a du mal à identifier les bénéfices que ça apporte à moyen et à long terme. Et ça, c'était le deuxième défi, c'est quel est le bénéfice apporté par un projet comme Cigéo, quels sont les gains en matière de sûreté, et surtout ce qu'on appelait en termes de sûreté passive, c'est-à-dire cette sûreté qui ne nécessite plus l'intervention de l'homme à cause des horizons de temps qu'évoquait M. de Margerie. Et là, il nous fallait, en termes de méthodologie, dépasser ce paradoxe qui est que les entreposages, qui sont des essences temporaires dans lesquelles les déchets sont aujourd'hui, sont incontestablement sûrs dans le contexte institutionnel dans lequel on vit. Donc pourquoi faire quelque chose ? Comment sortir d'une vision implicite dans laquelle le progrès technique et la robustesse des institutions assurent à tout moment la sûreté des installations existantes, provisoires certes, mais sûres, et permettrait demain de raser gratis ou d'avoir des ruptures technologiques. Et ça nous a amené à nous poser la question à ces horizons de temps du type de société dans lequel on vivait. Dans quelle société vivrons-nous dans 150, 200 ans ? Est-ce que ça sera forcément le progrès technique ? Est-ce qu'ils seront forcément plus riches ? Ce qui peut être un réflexe, donc s'ils sont plus intelligents, s'ils sont plus riches, on n'a qu'à leur laisser le sujet, ils le feront mieux que nous. Quelle peut être la performance des institutions, notamment pour assurer la sûreté des installations provisoires que sont les entreposages. Bref, comment sortir d'une vision du monde qui serait exclusivement faite de croissance et de progrès, sans tomber pour autant dans une collapsologie qui, elle, par contre, serait paralysante et voire déresponsabilisante. Parce que finalement, si c'est le collapse général, dans ce cas-là, là aussi, pourquoi s'occuper des déchets ? Et donc, on a exploré de nouvelles méthodes, de nouveaux raisonnements dans le cadre de notre exercice. Et c'est ce qui va être discuté à travers le colloque d'aujourd'hui. Le deuxième message, après avoir dit qu'on a dû explorer des nouvelles méthodes, c'est de dire que en fait, cet exercice ce voyage a été utile. Et l'ESE a été clairement une contribution utile au débat sur Cigéo, parce qu'il a permis de questionner et d'enrichir nos argumentaires. Tout d'abord en mettant en avant la valeur assurantielle de Cigéo. La valeur assurantielle de Cigéo, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quelque part, si on engage Cigéo, c'est qu'on prend une assurance pour l'avenir, un avenir qui est incertain, à moyen et à long terme, qui n'est pas forcément fait de croissance ou de progrès technique, mais qui peut être aussi fait d'évolution chaotique et de dysfonctionnement des institutions. Et ça a permis de repositionner quelque part la question qui est posée à notre génération. Souvent on dit... est-ce qu'on construit ou on ne construit pas Cigéo ? Alors déjà, construire Cigéo, comme je disais, c'est sur 150 ans, donc c'est sur 4 générations. Mais en fait, la question qui est posée aujourd'hui, aux décideurs publics aujourd'hui, c'est pas tant faut-il construire Cigéo que pourquoi engager Cigéo aujourd'hui fait ou ne fait pas du sens dans un monde incertain. Et l'ESE, d'ailleurs, va s'articuler ainsi autour de cette décision, de ce questionnement et des options qui se présentent à nous entre engager, pas engager, déplacer dans le temps, reporter l'engagement. Il va pouvoir s'articuler avec d'autres caractéristiques du projet, que sont son incrémentalité, sa progressivité, son adaptabilité, bref, sa capacité à être évalué et à s'ajuster aux évolutions de politique énergétique ou aux évolutions de technique. Et c'est tout cela qui a permis d'enrichir le débat, et notamment dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique. Mais au-delà de ce simple exercice, dans le cadre spécifique des déchets, on s'est rendu compte, par nos échanges avec les économistes et au travers notamment de la contre-expertise, que cette réflexion, elle trouvait un écho qui dépassait largement le petit monde des déchets radioactifs et du nucléaire. Tout d'abord, finalement, parler d'évolution de société, ce que M. Guenry disait, évoquait une évolution de la société OK,
faite de croissance, de progrès technique, ou une vision beaucoup plus contrastée, une évolution vers une société plus chaotique, dans laquelle les institutions fonctionnent moins bien, dans laquelle il peut y avoir des risques stratégiques ou géostratégiques ou des grandes crises. Eh bien, finalement, c'était une approche assez théorique quand on a commencé la démarche il y a 4-5 ans. 3-4 ans, on va dire. Mais malheureusement, avec l'actualité du moment, on voit que ce n'est pas si théorique que ça. Quand on voit les crises migratoires, la crise climatique, les crises géopolitiques et le retour de la guerre en Europe. Ça, c'est le premier constat. C'est que finalement, regarder des évolutions de société contrastées, ça a du sens, sans tomber pour autant dans la collapsologie. Et la deuxième chose, c'est que, au-delà des déchets radioactifs et de ces temporalités propres aux déchets radioactifs, on s'est aussi rendu compte dans nos discussions que ça posait plus généralement la problématique de tous les investissements, de toutes les politiques publiques qui peuvent être ou intergénérationnelles ou plurigénérationnelles. Et à cet égard, Christian Gaulier, il aura, je pense, l'occasion d'y revenir cet après-midi, a repris une partie des réflexions dans le cadre des problématiques de politique de lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, je pense que l'assistance d'aujourd'hui, où je reconnais de nombreuses connaissances et amis, mais qui dépassent largement le secteur du nucléaire, montre que ces problématiques interpellent largement au-delà de la problématique de l'investissement industriel de long terme. D'où le colloque de ce jour, pour lequel on remercie vraiment France Stratégie et la SGPI et tous les partenaires. C'est l'occasion de partager des questionnements théoriques, les pratiques, les questions théoriques et pratiques en économie, et d'enrichir notre propre analyse, et enrichir également la réflexion sur notre propre SE dans notre contexte. C'est également faire ressortir les liens entre questions d'économie pure et d'économie politique et de gouvernance, parce qu'on voit bien qu'une partie des réponses que nous apportons aussi dans le cadre de CIGEO, c'est aussi des questions de gouvernance. Et c'est enfin ouvrir la réflexion à d'autres champs d'action, mobilisant les enjeux intergénérationnels, comme la lutte contre le changement climatique, mais il y en aura d'autres. Donc je vous souhaite de bonnes discussions. Je vais essayer d'y assister le plus possible et je vous souhaite donc une bonne journée pour ce colloque. Merci beaucoup.